La découverte récente de The Pale Blue Eye de Scott Cooper, dans lequel Christian Bale mène l'enquête aux côtés de l'écrivain Edgar Allan Poe, incarné par Harry Melling, nous a donné envie d'un petit sujet sur justement Edgar Poe, lequel a toujours hanté, par ses histoires et sa poésie macabre, le 7e art. Alors pour commencer, Edgar Allan Poe a été le sujet de nombreux autres films, et ce dès le temps du muet, en 1909, dans La vie de Poe de D.W. Griffiths, où l'écrivain trouve l'inspiration en découvrant chez lui un corbeau, alors que sa femme Virginia se meurt sans qu'il ne s'en rende compte, référence évidente à la célèbre nouvelle de Poe, Le portrait ovale. Sinon, plus récemment, l'écrivain a été incarné par John Cusack dans L'ombre du mal de James McTeague, avec un Poe découvrant Médusée, des meurtres qui s'inspirent de son œuvre, ici la nouvelle Le puits et le pendule. À part ça, dans L'homme au manteau noir de Fletcher Markle, Joseph Cotten incarne un personnage nommé Dupin, mais qui se révèle finalement être Edgar Poe, découverte d'un brouillon du poème Annabel Lee à l'appui. Sinon, dans Les fantômes de Hurlevent, l'écrivain apparaît sous les traits d'un Klaus Kinski, habité, hanté et très porté sur la boisson. Enfin, on s'en voudrait de ne pas mentionner le Twixt de Francis Ford Coppola, avec Val Kilmer plongeant dans un univers cauchemardesque en noir et blanc, et qui en vient à rencontrer le fantôme d'Edgar Poe, incarné par Ben Chaplin. You! My God! Ce qui nous fait penser d'ailleurs à la série South Park et à cet épisode de la saison 17 qui fait lui aussi revenir Edgar Allan Poe en fantôme. Where am I? What is this place? It's him! It's Edgar Allan Poe! Mais encore, c'est connu, les nouvelles d'Edgar Poe ont été abondamment adaptées au cinéma avec deux périodes phares, les années 30 tout d'abord, avec par exemple Le Chat Noir, avec Bela Lugosi et Boris Karloff, pour la première fois ensemble à l'écran, un film qui n'a d'ailleurs que très peu de rapport avec la nouvelle d'origine, puisque de Chat Noir, il n'est que très vaguement question. Tonight is the dark of the moon. Un peu comme ce double assassinat dans la rue Morgue, adapté à la même période par Robert Florey, toujours avec Bela Lugosi, et qui là aussi prend de grandes libertés par rapport à la nouvelle d'origine. Sinon, les adaptations d'Edgar Poe ont connu un certain regain dans les années 60, grâce à Roger Corman, lequel a adapté moult nouvelles de Poe, à commencer par La chute de la maison Usher, avec Demeure inquiétante, Nuit d'orage, Scènes d'hallucinations chromatiques, Cadavres qui disparaissent, et citations d'Edgar Poe en conclusion, et une série de films qui n'auraient évidemment pas tout à fait la même saveur, le même charme, si Vincent Price n'y incarnait pas à chaque fois le rôle principal. Two pale drops of fire, guttering in the vast consuming darkness. À part ça, les nouvelles d'Edgar Poe ont souvent, et c'est assez logique, été adaptées en court-métrage. En 1941, Jules Dassin a réalisé Ce cœur révélateur, dans lequel un tueur est hanté par le bruit des battements de cœur de sa victime. Sinon, des années plus tard, dans Deux yeux maléfiques, George Romero et Dario Argento ont adapté en moyen-métrage, respectivement, La vérité sur le cas M. Valdemar et Le Chat Noir, avec en ouverture cet hommage à l'écrivain. Enfin, en 1968, Histoire extraordinaire a réuni 3 moyens-métrages inspirés d'Edgar Poe, signé Roger Vadim, Louis Malle et Federico Fellini, lequel s'est concentré sur la nouvelle « Ne pariez jamais votre tête au diable », où l'on découvre un Terence Stamp, star de cinéma, au bout du rouleau, et bientôt victime d'hallucinations morbides sur la route. À part ça, pour rester dans la forme courte, n'oublions pas 2 adaptations d'Edgar Poe plutôt inattendues,
Tout d'abord la chute de la maison Usher du cinéaste d'animation tchèque Jan Svankmajer, qui multiplie les trouvailles esthétiques pour rendre compte de l'atmosphère cauchemardesque chère à l'écrivain, sans jamais montrer un seul personnage. Et puis Bérénice, court-métrage que réalise Éric Rohmer en 1954, et dans lequel il tient le rôle principal, ponctuant le film d'une voix off au phrasé inimitable. Puis il parla d'une violation de sépulture, d'un corps défiguré, dépouillé de son linceul, mais respirant encore, palpitant encore vivant. Enfin, nous parlions de voix et de phrasés inimitables, alors citons aussi cet épisode des Simpsons qui adapte le poème Le Corbeau, narré par la voix d'outre-tombe de James Earl Jones. For the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore, nameless here forevermore. Mais à part ça, de nombreux personnages sont très fans d'Edgar Poe. C'est le cas par exemple dans la série Following, du serial killer que tente d'arrêter Kevin Bacon et qui a en prison des lectures très orientées. Un tueur qui collectionne également, chez lui, des masques glaçants de l'écrivain. Et un tueur qui va ensuite signer ses meurtres par des allusions très claires au poème Le Corbeau. Sinon, on lit du Edgar Poe au cinéma, dans sa tête dans 3 souvenirs de ma jeunesse, les aventures d'Arthur Gordon Pym, ou à voix haute, en cours, dans Dead Zone, Christopher Walken qui enseigne le corbeau encore lui. Still is sitting on the pallid bust of Pallas just above my chamber door. Mais aussi des lectures plus secrètes, dans le Lolita de Stanley Kubrick, James Mason, qui lit à Shoe Lion un passage du poème Ulalume. It was night in the lonesome October of my most immemorial year. Ce qui nous fait penser à Charlotte Gainsbourg, lisant un extrait de la nouvelle Eleonora dans French Water, court-métrage que réalise Jim Jarmusch pour la marque Saint-Laurent. They who dream by day are cognizant of many things, which escape those who dream only by night. Et puisque nous évoquons Charlotte Gainsbourg, on s'en voudrait de ne pas citer Nymphomaniac de Lars von Trier, puisque l'actrice y croise un Stellan Skarsgård passionné par Poe et plus précisément fasciné par sa mort. He died in the most fearful way you can imagine, in something called delirium tremens. Et puis, on récite aussi du Edgar Poe par cœur au cinéma, Brandon Lee dans le bien nommé The Crow, un bref passage du Corbeau. Suddenly, I heard a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. Mais aussi Jessica Walter dans Un frisson dans la nuit, qui cite un passage du poème Annabel Lee. Because this maiden she lived with no other thought than to love and be loved by you. Et puis, des livres d'Edgar Poe pas encore appris par cœur, mais cela ne saurait tarder, pour Oscar Werner dans Fahrenheit 451 de François Truffaut. Tales of Mystery and Imagination by Edgar Allan Poe. Enfin, de nombreux films s'ouvrent par une citation d'Edgar Poe, alors tout d'abord prétendument de Poe, dans l'ouverture des Griffes du cauchemar, le 3e Freddy, cette phrase qui ne serait en fait pas de l'écrivain. Sinon, John Carpenter, et là c'est plus sûr, ouvre Fog avec cette célèbre citation. Une citation que l'on entend également en exergue de Picnic à Hanging Rock de Peter Weir. What we see and what we seem are but a dream within a dream. Et une citation qui ouvre enfin Vortex de Gaspard Noé avec la complicité de Françoise Lebrun et Dario Argento. La vie est un rêve, non? Oui. La vie est un rêve dans un rêve. Bref, si on ajoute la boîte de nuit Le Edgars dans Faux témoin, avec à l'intérieur au mur le portrait de l'écrivain et quelques inscriptions bien choisies, si on ajoute la petite statuette de Poe qui trône sur la cheminée derrière Laurence Olivier dans Le Limier, mais aussi le portrait d'Edgar Poe parmi de nombreux autres dans Only Lovers Left Alive, ici, ou encore le générique de fin d'Annette avec ce remerciement de Léos Carax, là, on peut dire qu'Edgar Poe est au cinéma partout, et même récemment dans la série Wednesday, avec une académie au nom une nouvelle fois très référencé. At least it's turning into a beautiful day.
Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif des meilleures scènes liées de près ou de loin à Edgar Allan Poe, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par Lady Killers des frères Coen. Bon, déjà dans ce film, le corbeau tient un rôle important, mais cela nous vous laissons le découvrir ou le redécouvrir, et surtout, Tom Hanks ne cesse de citer de son phrasé inimitable le poème To Helen d'Edgar Poe, et par exemple dans cette scène. Ladies, thy beauty is to me like those Nicean barks of yore, that gently o'er a perfumed sea the weary, way-worn wanderer bore to his own native shore. On desperate seas long wont to roam, thy hyacinth hair, thy classic face, thy naiad airs have brought me home to the glory that was Greece and the grandeur that was Rome. Glory, hallelujah. Notre numéro 4, une autre citation d'Edgar Poe dans un film dont on ne parle pas assez, Detachment de Tony Kaye, avec Adrien Brody en prof de littérature dans un lycée difficile, et puis sur la fin, alors que le film vient de basculer dans le drame, une saisissante lecture d'un extrait de La chute de la maison Usher, bientôt illustrée par des images de chaos. You're walking down the hallway or you're in class. How many of you have ever felt the weight pressing down on you? I have. Everyone? Well, Poe wrote about these things over 100 years ago. So, as we read, we can see that the House of Usher is not merely an old, decrepit castle in disrepair. It's also a state of being. During the whole of a dull, dark, and soundless day in the autumn of that year, when the clouds hung oppressively low in the heavens, I had been passing alone on horseback through a singularly dreary tract of country, and at length found myself, as the shades of evening drew on, within view of the melancholy house of Usher. I know not how it was, but with the first glimpse of the building, a sense of insufferable gloom pervaded my spirit. I looked upon the simple landscape of the domain, upon the bleak walls, upon the white trunks of decayed trees, with an utter depression of soul. There was an iciness, a sinking, a sickening of the heart. Notre numéro 3 concerne Jean-Luc Godard. Le cinéaste franco-suisse a réalisé un court-métrage lointainement adapté d'une nouvelle d'Edgar Poe, Puissance de la parole, mais Godard a surtout cité l'écrivain dans Vivre sa vie, et plus précisément la nouvelle Le portrait ovale, pour notamment illustrer le délitement de son couple avec Anna Karina, l'artiste et le modèle, l'art et la vie et la mort, ou quand le cinéma cite la littérature, citant la peinture. Et, en vérité, ceux qui contemplaient le portrait parlaient à voix basse de sa ressemblance comme d'une puissante merveille, et comme d'une preuve non moins grande de la puissance du peintre que de son profond amour pour celle qu'il peignait si miraculeusement bien. Mais, à la longue, comme la besogne approchait de sa fin, personne ne fut plus admis dans la tour, car le peintre était devenu fou par l'ardeur de son travail, et il détournait rarement ses yeux de la toile,
même pour regarder la figure de sa femme. Et il ne voulait pas voir que les couleurs qu'il étalait sur la toile étaient tirées des joues de celle qui était assise près de lui. Et quand bien des semaines furent passées, et qu'il ne restait plus que peu de choses à faire, rien qu'une touche sur la bouche et un glacis sur l'œil, l'esprit de la dame palpita encore comme la flamme dans le bec d'une lampe. Et alors la touche fut donnée, et alors le glacis fut placé. Et, pendant un moment, le peintre se tint en extase devant le travail qu'il avait travaillé. Mais, une minute après, comme il contemplait encore, il trembla, et il fut frappé d'effroi, et, criant d'une voix éclatante, « En vérité, c'est la vie elle-même !» Il se retourna brusquement pour regarder sa bien-aimée. Elle était morte. Notre numéro 2, un film que nous avons soigneusement gardé pour le top, La chute de la maison Usher, que réalise Jean Epstein en 1928, avec, au passage, un scénario écrit par le tout jeune Luis Buñuel. Le film a presque 100 ans, et c'est peu dire qu'il a résisté au temps, avec Roderick Usher et sa femme Madeleine, le peintre et son modèle, comme dans le portrait ovale à nouveau, et puis la mort et l'enterrement, puis la détresse et la folie, avant le retour halluciné d'entre les morts pour l'une des plus belles ouvertures de porte de notre histoire du cinéma. Enfin, notre numéro 1, il ne pouvait en être autrement, en tous les cas pour nous, Vincent, l'un des premiers courts-métrages que réalisait Tim Burton en 1982. Dès ses débuts, le cinéaste s'invente un alter ego en la personne du jeune Vincent Malloy, qui préfère à son quotidien plutôt terne les films avec Vincent Price et les écrits délicieusement macabres et à coup sûr inoubliables d'Edgar Allan Poe. He saw Abercrombie, his zombie slave, and heard his wife call from beyond the grave. She spoke from her coffin and made ghoulish demands, while through cracking walls reached skeleton hands. Every horror in his life that had crept through his dreams swept his mad laughter to terrified screams. To escape the madness, he reached for the door, but fell limp and lifeless down on the floor. His voice was soft and very slow as he quoted The Raven from Edgar Allan Poe. And my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted nevermore.